Salut à tous et bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors chaque année, 8% des diplômés ingénieurs font un choix original, celui de poursuivre sur une thèse. Volonté d'approfondir une thématique précise, d'embrasser une carrière d'enseignant-chercheur ou encore peut-être de ne pas quitter le monde universitaire. Les motivations propres à ces chercheurs en herbe sont nombreuses et face à eux, deux options s'ouvrent. Première option, faire une thèse, un doctorat plutôt universitaire dans un laboratoire de recherche avec pour ambition d'entrer dans le secteur public. Ou bien alors faire une thèse CIFRE, un doctorat dans une entreprise qui permet à l'issue d'intégrer des entreprises privées. D'une durée de 3 ans en moyenne, les thèses permettent d'acquérir un haut niveau de compétences théoriques, mais aussi pratiques. Alors pour en parler avec nous, je reçois sur ce plateau Raja Chiki, directrice de la recherche de l'ISEP, diplômée d'une école d'ingénieur puis d'une thèse. Bonjour Raja. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation et de présenter votre parcours. Alors je le disais, vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur. Pourquoi ce choix d'avoir décidé de suivre une formation d'ingé à l'issue de votre bac? Alors c'était une évidence pour moi après un baccalauréat scientifique. J'ai toujours été intéressée par des matières, des modules scientifiques et techniques. Et pourquoi cela m'intéressait? Tout simplement parce que j'aimais bien résoudre des problèmes, raisonner sur des problèmes scientifiques. Et ça pourrait être d'ailleurs la définition de mon point de vue de ce que c'est qu'un ingénieur, puisqu'un ingénieur doit être capable de résoudre des problèmes liés à une entreprise pour pouvoir améliorer et optimiser les activités de cette entreprise. Alors à l'issue de votre diplôme d'ingénieur, vous décidez de faire une thèse, c'était dans les années 2000 et d'abord vous avez fait un master aussi avant votre thèse sur les big data. Comment vous définiriez le big data? Et c'était un peu une discipline naissante à l'époque, vous pressentiez que ça allait être ce que c'est devenu aujourd'hui? C'était, en fait, effectivement, j'avais vu l'intérêt d'exploiter les données et tout ce qu'on peut en tirer comme bénéfice. Et effectivement, j'ai fait une carrière autour de la donnée à travers mon diplôme d'ingénieur qui était spécialisé en base de données et décisionnelle, que j'ai pu complété par une formation en master recherche autour du data mining. Et ce choix-là m'a permis effectivement de continuer en thèse autour des données massives qu'on appelle aujourd'hui le big data. Alors pour répondre à votre question, qu'est-ce que le big data? Alors généralement, on définit le big data avec des termes en V, à savoir la volumétrie, la variété, donc le différents formats de ces données et la vitesse à laquelle ces données arrivent. Et toutes ces données-là, il va falloir les exploiter, les traiter pour en tirer un autre terme en V qui est la valeur. La valeur. Alors à l'issue de votre diplôme, vous avez décidé de poursuivre sur une thèse. Qu'est-ce qui a motivé le choix et à quoi ça ressemble la vie d'une thésarde? Alors, après, effectivement, mon diplôme d'ingénieur et pour pouvoir le valider et en même temps valider ce master recherche, il a fallu que je fasse un stage dans un centre de recherche ou dans un labo R&D. C'était justement ce que j'avais fait et ça m'a permis d'être en contact direct avec des chercheurs qui étaient passionnés par leur métier, par ce qu'ils font et ils m'ont transmis cette passion. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un thésard, d'un doctorant? Eh bien, c'est de travailler sur une problématique qui est nouvelle, d'étudier l'existant et d'apporter une contribution dans un domaine et acquérir une expertise dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, vous êtes directrice de la recherche à l'ISEP, vous êtes également enseignante-chercheuse et vous avez même la HDR, donc c'est l'habilitation à diriger des recherches qui vous permet d'encadrer des thèses. À quoi ça ressemble votre quotidien aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en tant que directrice de la recherche, j'anime les activités de mes équipes, je fédère leurs activités, j'essaie qu'il y ait des interactions entre les différents chercheurs pour qu'ils puissent travailler sur des projets multidisciplinaires, pluridisciplinaires. Je dialogue avec des partenaires académiques et industriels pour qu'on puisse travailler et collaborer autour des projets scientifiques et des thématiques émergentes. Alors Raja, on arrive au milieu de cet entretien, c'est le moment de la question cash. Sans langue de bois, on se dit tout, on se cache rien. Raja, vous avez un haut niveau de compétences théoriques, pratiques aussi en informatique, et pourtant vous êtes enseignante et vous enseignez à des grands débutants. C'est pas trop compliqué d'enseigner le b.a.-ba quand on connaît toutes les recettes de cuisine sur le bout des doigts? Alors,
il est du rôle de chaque chercheur de savoir transmettre et vulgariser son travail. Donc un enseignant-chercheur doit aussi adapter son discours et s'adapter au public qu'il a en face. Donc non, et ce n'est pas difficile de transmettre ses connaissances à des étudiants et que je ne qualifierais pas par débutant parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé à enseigner, à savoir en 2005, eh bien, je me rends compte que les étudiants sont curieux, ils essaient d'acquérir des connaissances par eux-mêmes et je suis généralement agréablement surprise par les connaissances qu'ils ont. Donc du coup, ça permet d'avoir des cours interactifs avec eux et de ne pas se rendre compte que ce sont des débutants. Alors aujourd'hui, le domaine des big data que vous enseignez, il est très à la mode chez les étudiants, de plus en plus nombreux à se spécialiser dans cette discipline. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'arriver à un phénomène de bulle? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de jobs pour accueillir tous ces étudiants en big data? Surtout qu'on sait qu'il y a l'intelligence artificielle derrière, que tous les modèles qu'on a pour traiter les données peuvent être automatisés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se retrouver avec trop d'ingénieurs spécialisés des big data? Vous le savez bien, la France se digitalise et du coup, l'État et les entreprises ont besoin de plus en plus de jeunes formés aux nouvelles technologies du numérique. Je pense qu'on est très très loin qu'il y ait ce phénomène de bulle où il y a trop de diplômés. Donc, et je le vois d'ailleurs autour de moi puisque les étudiants se retrouvent face à un large choix d'offres de stages et d'emplois. Par rapport à l'IA, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, ça revient à la mode, mais il faut savoir qu'on a besoin toujours de l'humain, ne serait-ce que pour interpréter les résultats qu'on obtient de l'IA. Et les expériences ont démontré qu'une combinaison entre l'IA, entre un algorithme et un humain, donne de meilleurs résultats qu'un algorithme tout seul, qu'une machine toute seule. Donc la machine n'est pas en passe, selon vous, de dépasser l'homme. Et vous qui êtes enseignante-chercheuse, donc experte de ces techniques, les discours un peu alarmistes qu'on peut entendre dans les médias et un peu partout, vous pensez qu'il y a un fond de vérité ou c'est un peu marketing? Je ne dirais pas que c'est marketing. Les personnes, l'humain a toujours peur de l'inconnu. Je pense qu'il doit y avoir un travail pour pouvoir expliquer cet inconnu et le rendre accessible à tout le monde. Et c'est un peu ce que vous essayez de faire, vous, en tant que chercheuse. J'imagine que vous participez à des colloques. Vous nous avez, par exemple, envoyé un selfie aussi où on vous voit à des salons, avec des contacts, avec des jeunes, des étudiants. Ça, c'est quelque chose, le contact avec le grand public, que vous appréciez aussi? J'essaye du mieux que je peux de transmettre effectivement et de vulgariser les connaissances que j'ai pour qu'on puisse comprendre ce que font les chercheurs et ce que font les ingénieurs en général. Alors Raja, on arrive à la fin de cet entretien. C'est un peu la question conclusion que je vais vous poser. Quels conseils vous auriez envie de donner à des lycéens, des lycéennes, des étudiants, des étudiantes qui auraient envie d'entrer dans ce monde de la recherche comme vous? Je parlais au début de la passion. Je pense que quand c'est la passion qui nous anime, eh bien tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, ça peut n'être qu'une réussite. Bon, c'est un très beau message pour toutes celles et ceux qui nous regardaient. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Raja Chikhi, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Je rappelle que vous êtes directrice de la recherche au sein de l'ISEP, mais également enseignante-chercheuse. Alors j'aime toujours, à la fin des émissions, faire un court bilan de ce qu'on a appris avec notre invité. Eh bien, grâce à vous, Raja, on a pu voir que le monde de la recherche n'attend que les esprits brillants des ingénieurs. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors vous le savez, je le répète souvent, la profession d'ingénieur, elle a de très nombreuses autres facettes. Je vous propose donc que l'on se retrouve très vite, ici même, sur ce plateau pour un nouveau portrait d'ingé. Et d'ici là, rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et puis je vous donne aussi rendez-vous sur mon blog, l'Ingénu Ingénieur. Hasta luego.